Et place à présent au grand débat d'actualité des Voix de l'Info. Au programme ce soir, changer de nom et après. On commente beaucoup depuis hier soir et ce matin le très probable nouveau nom du FN, le Rassemblement National et au-delà. Le plus important est de savoir quelle est la capacité de rebond et d'enracinement de ce parti qui plus que jamais axe sa stratégie sur l'immigration, l'islamisme et le mondialisme. Le débat à suivre avec notamment le président des Patriotes, il est sur notre plateau, Florian Philippot. Et puis à partir de 18h30, l'entretien toujours sur ce sujet. Mon invité, ce sera le numéro 2 du FN, Louis Alliot. Dans l'actualité également, une réforme, ou presque, par jour. La France, autrefois taxée d'immobilisme, est en train d'accepter, sans trop de résistance pour le moment, de se transformer, comme on dit. Alors que penser de la stratégie du rouleau compresseur d'Emmanuel Macron? Des réformes, oui, mais pour quelle efficacité? Le débat est à suivre. Vos réactions et questions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Et comme tous les lundis, voici les Voix de l'Info du jour. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, économiste, membre des économistes atterrés. À vos côtés, Emmanuel Soufi, bonsoir. Bonsoir, journaliste spécialiste des questions sociales et économiques. Notre chroniqueur, Jean-Luc Gombault, nous accompagne. Bonsoir, Jean-Louis. Rafik Smati est là, bonsoir. Bonsoir, entrepreneur engagé à l'origine du mouvement Objectif France. Et on accueille pour ce premier débat Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. À la tête des Patriotes. Florian Philippot, depuis hier, quand on voit vos premières réactions, après le congrès du FN, on constate que vous êtes en accord ou raccord avec les opposants de Marine Le Pen, à la fois la droite, la gauche, une grande partie des journalistes aussi d'ailleurs. Autrement dit, vous qualifiez ce qui s'est passé d'un retour en arrière pour le FN, un retour aux fondamentaux de l'extrême droite. Mais ces fondamentaux, vous les aviez défendus corps et âme pendant des années. Il se trouve que je ne suis pas parti pour rien. Je ne suis pas parti pour rien et ça s'est quand même vu pendant ce week-end où on a vu... C'est-à-dire que le discours qui a été... Le discours, ne serait-ce que le discours politique qui a été tenu hier, je ne parle même pas des sorties racistes de l'assistant parlementaire de Marine Le Pen, de la venue de Steve Bannon, dont même Trump s'est séparé pour extrémisme, quoi. Mais même le discours, simplement le discours de Marine Le Pen, ne ressemblait absolument pas au discours pour lequel moi j'étais venu, si vous voulez, moi gaulliste, qui était clair sur la souveraineté nationale. Hier, l'Union européenne a à peine abordé, alors que c'est un enjeu clé sur les questions économiques, sur les questions d'immigration, sur les questions de services publics. Sur la question économique et sociale, rien. Je crois que le mot salaire, le mot retraite, le mot chômage n'a pas été prononcé une seule fois. Et oui, je l'ai dit, les clichés de l'extrême droite, je l'assume totalement. On a presque l'impression que le parti est devenu infréquentable. Je ne dis pas ça, mais je parlais d'Attali, de Cohn-Bendit en permanence, parler de mai 68, une espèce de brutalité, parler des nomades pendant une demi-heure, une espèce de concept, l'atalisme, je ne sais quoi, faire des choses tout à fait nouveaux dans son discours, et puis focaliser tout sur un discours très pessimiste, sans perspective. Alors moi, je pense que le patriotisme, c'est ce qu'on essaie de faire avec les patriotes. Et vous allez nous l'expliquer malgré tout. C'est une force qui va, c'est une force qui avance vers l'avenir. C'est pas une force qui est comme ça. J'ai repris hier les quelques derniers discours de Marine Le Pen et j'y ai retrouvé exactement les mêmes fondamentaux. Peut-être qu'il y avait une ouverture du temps où vous étiez là, mais alors l'islamisme, la lutte contre l'islamisme. Oui, mais bien sûr, c'est un grand sujet. Le mondialisme. Oui, mais je le porte aussi, tout ça. Bon. Alors, les oubliés, les territoires perdus, on en a parlé également. Qu'est-ce qui manque, au fond? Mais, il ne vous a pas échappé que... ça a été suffisamment commenté, que pendant des années... Moi, on m'a reproché, si vous voulez, d'être le gauchiste du Front National parce que j'apportais un discours social sur les petites retraites, sur les salaires, sur la défense des services publics, de l'État stratège. J'étais venu dans un parti qui avait déjà 40 ans d'âge, mais en essayant de le mettre sur des rails gaullistes, où on était clair sur l'Union européenne. Vous savez, je me souviens, après la victoire du Brexit, on avait défendu clairement un référendum et au bout de 6 mois, on devait quitter l'Union européenne. Mais à part ça, quand elle dénonce le supposé mondialisme d'Emmanuel Macron, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord quand elle mettait en valeur les oubliés? Vous êtes d'accord quand elle dénonce l'immigration massive? Oui, la dénonciation. Donc sur les fondamentaux, oui, mais d'abord, la dénonciation, c'est facile. Mais je pense que Wauquiez ou Mélenchon, sur tous ces sujets-là, vous les retrouverez aussi. Simplement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'attendent les Français. Pourquoi vous ne l'avez pas dit depuis des années quand vous y étiez? Parce que je le disais à l'époque et que j'ai été entendu. Donc j'avais pas besoin de dire plus que ça. C'était pas du tout le même discours. Hein. Le discours hier a été écrit intégralement par son beau-frère Philippe Olivier. Elle a tout perdu quand elle vous a perdu? Non, c'est-à-dire qu'il est revenu il y a 1 an. Et que moi j'ai pris mes responsabilités, que je l'ai dit d'abord en interne. J'ai essayé de faire corriger les choses, ça n'était plus possible. Les vieux démons étaient de retour, je crois qu'on l'a vu suffisamment ce week-end. Et puis j'ai décidé de partir. Il y avait un choix qui était plus lâche, plus simple, plus alimentaire. C'était de rester, de baisser la tête,
de mettre De Gaulle de côté, parce que ça m'était de plus en plus reproché, de taire mon discours social, parce que ça m'était de plus en plus reproché. On m'avait même reproché d'avoir manifesté contre la loi travail début septembre, quand j'y étais, et puis d'attendre la prochaine investiture pour une élection. Et ça n'est pas ma conception de la politique. Je pense qu'il faut se battre sur des convictions avec sincérité. Et quand je dis que la question européenne, on en a parlé très très peu, vous m'avez dit à part ça, non, c'est pas à part ça, c'est fondamental. Si vous n'êtes pas clair sur la question de l'Union européenne, si vous êtes simplement dans la dénonciation mais sans dire ce que vous allez faire, ou une vague réforme comme les autres, comme pourrait le dire un Wauquiez, un Dupont-Aignan ou un Mélenchon, vous êtes dans l'imposture. Soit on reste et on accepte tout, le glyphosate, la directive détachement des travailleurs, Schengen, la libéralisation des services publics, etc. Soit on sort. Mais il faut le dire clairement. On va laisser réagir. Oui, Thomas. J'ai une petite question juste. Quand vous avez rejoint le Front National, c'était le Front National de Marine Le Pen, là. C'est-à-dire l'ADN de base, c'était l'immigration, la sécurité. Mais pourquoi vous l'avez rejoint alors le Front National en 2009 ? C'est parce qu'il vous donnait plus d'opportunités pour faire plus de matinales ? Il se trouve que, je ne sais pas, parce qu'en 2009, vous savez, on était à... Enfin, le Front était, au moment où je suis arrivé en mai 2009, il était entre 4 et 5% dans les sondages. Oui, mais alors pourquoi vous l'avez il avait rejoint, 6% aux européennes. À l'époque, un discours raciste. C'est vous qui l'avez transformé, qui l'avez édulcoré sur des bases économiques. À l'époque, le discours de Marine Le Pen, c'était dédiabolisation. C'était le grand mot. Ah, c'est pas vous qui l'avez amené, ça ? Ah non, je pensais que c'était vous. On peut retrouver dans les archives, c'était Marine Le Pen qui avait porté la dédiabolisation. Le discours aujourd'hui, c'est leur député Gilbert Collard qui dit dédiabolisation, piège à con. Je suis désolé, je ne suis pas responsable de cette évolution. Il se trouve que c'était une stratégie, et je pense la bonne, qui était portée. 8 ans plus tard, on estime que cette stratégie est un piège à con. Les mêmes. Donc au bout d'un moment, soit on reste là, on est dans l'hypocrisie, soit on s'en va. Moi, je suis parti. Et encore une fois, j'ai essayé de faire beaucoup de choses en interne, de vraiment changer beaucoup de choses. Ça m'a été reproché. C'est pour ça que je me suis fait des ennemis parmi les cadres. Et Louis Alliot, qui sera notre invité, d'ailleurs, parle de vous comme d'un extrémiste, en tout cas d'un radical, on va dire. Oui, ce sont ces mots. C'est assez amusant, mais Louis Alliot, il serait plus crédible s'il avait fait au moins une chose au Front National. Personne ne l'a jamais vu travailler. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est pas un emploi fictif, quand même. Puisqu'il ne faisait pas grand-chose. C'est un titre fictif. Il n'y a pas d'emploi, mais c'est un titre fictif. Enfin, il le doit à sa proximité à Marine Le Pen. Ce que je vous dis là, tout le monde le dit en interne. Tous ceux qui ne seront pas hypocrites avec vous, vous le diront, les élus, les militants. C'est du sexisme à l'envers, pardonnez-moi. C'est pas parce que le compagnon de Marine Le Pen qui ne travaille pas. Parce qu'on nous reproche suffisamment, je me permets de défendre la jante masculine aussi quand elle est... Il ne travaille pas parce qu'il ne travaille pas, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Je l'assume totalement. Mais pour le reste, si vous voulez, mais je pense qu'il faut être clair. Qu'est-ce qu'on veut faire du patriotisme en France ? On va en parler. Moi, je pense que c'est une image, c'est pas une image, je pense que c'est une idée majoritaire. Qu'il y a une majorité de Français qui aiment leur pays, qui le veulent libre, juste. Il y a 3 points et en dans votre situation de argumentaire, prospérité. Florian Philippot. Il y a cela, le patriotisme et même les nationaux, on va dire. Et puis il y a 2 aspects. L'Europe, on va en parler, mais d'abord l'aspect social. C'est très intéressant, c'est vrai, Rafik Smati, dans ce discours hier, il y a la véritable question. En ce moment, les retraités s'inquiètent pour la CSG, les Français s'inquiètent de manière générale pour le pouvoir d'achat. Est-ce que cette partie-là, un peu évoquée, a été oubliée par Marine Le Pen, qui veut s'adresser justement au territoire perdu et qui fustige le président des mégalopoles, des villes qui serait Emmanuel Macron? Je pense que Marine Le Pen se trompe dans le constat qu'elle fait de la situation de la France. Il y a quelque chose qu'elle dit de vrai et quelque chose où elle se trompe. Ce qu'elle dit de vrai, son opposition entre les nomades et les je ne sais pas comment on appelle ça, les sédentaires, c'est une démarche intéressante parce que c'est vrai que ce nomadisme effréné vers lequel nous sommes et qui nous déracine de ce que nous sommes, c'est un vrai sujet qui est intéressant. Donc là, vous êtes d'accord avec Florian Philippot, Marine Le Pen et d'autres. Oui, mais là où je rejoins ni le raisonnement de Marine Le Pen ni celui de M. Philippot, c'est que le nomadisme associé à la mondialisation et le sédentarisme associé au côté national, là je ne m'y retrouve pas parce que je pense que dès l'instant où on assume justement son côté patriotique, dès l'instant où on est enraciné, on peut être ouvert sur le monde. On peut être européen. Non mais concrètement, et on peut considérer que c'est une chance. Il y a des perdants de la mondialisation. Ils entendent nomadisme, mondialisme. Ils se disent mais moi à la fin du mois, voilà ma fiche de paye, j'ai rien dessus ou j'ai pas assez. Oui, mais la réalité. C'est pas trop intellectuel tout ça. Pardonnez-moi. Non, mais c'est surtout un non, mais la réalité, et c'est là où il faut être honnête avec nos compatriotes, c'est que l'État français aujourd'hui n'a plus les moyens de ses ambitions. Alors effectivement, ça se craquelle de toutes parts. N'a plus les moyens pour tout le monde, vraiment. Mais oui, mais réellement, dans les forces de sécurité, il faudrait mettre plus d'argent. Les hôpitaux sont en train de tomber, les prisons, les EHPAD, etc. Il faut de l'argent partout. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons 57% de notre produit intérieur brut qui est consacré à la dépense publique, ce qui est un record européen, et nous n'avons plus de marge de manœuvre. Si on est patriote aujourd'hui, on doit défendre le souverainisme
budgétaire, avant le souverainisme monétaire, le souverainisme budgétaire, avoir les moyens de nos ambitions. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de souverainisme budgétaire, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Et donc, tant que nous sommes acculés de cette façon-là, on ne pourra rien faire, ni dans les forces de sécurité, ni dans les dépenses sociales. Notre ennemi, c'est pas la finance, notre ennemi, c'est la dette. Non mais Rachid, là c'est tout à fait juste ce que vous dites. Le seul problème, c'est que Marine Le Pen, qui est donc à la tête d'un parti qui se veut d'opposition, même un parti de gouvernement, elle l'a quand même dit dans son discours, c'est qu'elle ne propose rien de concret. On est sur des grandes phrases, des grands discours idéologiques et franchement, à l'époque, où vous y étiez, la volonté de réconcilier les petits employés, le petit salariat, etc. Non mais elle leur parle plus, c'est-à-dire que c'est des grands mots valises et on sent que le parti est plutôt dans une crise existentielle et dans une crise de gouvernance aussi. Mais est-ce que ne leur parle pas par des choses via lesquelles vous n'êtes pas d'accord, plutôt Furlan Philippot, quand elle parle d'immigration, quand elle parle de fermeture des frontières, elle pense justement que ça peut protéger aussi quelque part les citoyens. C'est pas la cause économique et sociale uniquement par le truchement de l'immigration. Il faut être très concret. Qu'est-ce qu'on fait pour les petits salaires et les petites retraites ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça qu'on aborde. C'est ça qu'on aborde aux Patriotes. Moi, le 15 mars, là, il y a une manifestation partout en France des retraités. Je serai avec eux. Et les Patriotes seront avec eux. Mais ils seront contents, mais qu'est-ce que vous proposez ? Je ne me défile pas pour les syndicats, pour les chefs à plumes des syndicats. Je m'en moque un peu. Je défile pour les retraités. C'est pas les chefs à plumes, c'est plutôt un mouvement syndical. Et c'est pas un mouvement politique. C'est pas des syndicats qui défilent, ce sont des gens. La plupart des gens qui seront là ne sont pas syndiqués. Ce sont des retraités. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de syndiqués aussi qui nous aiment bien et que je vois régulièrement. Mais c'est vrai qu'on défilera avec eux. Moi, je pense qu'il faut absolument aller rapidement vers 200 € pour les petites retraites. Comment on fait ? Alors vous me direz souverainisme budgétaire. Je suis d'accord avec vous, il y a le problème de la dette, etc. Mais il faut prendre le problème à bras le corps. Comment vous voulez accepter un pays dans lequel chaque année, je prends la question de l'Europe, chaque année on donne 10 milliards de plus que ce qu'on en reçoit à l'Europe. 10 milliards par an. Vous imaginez toutes les petites retraites qu'on pourrait payer avec ça ? Je ne parle même pas de la fraude fiscale, tous ces expatriés fiscaux, ces évadés, ces exilés fiscaux qui s'en vont, ces 70 milliards de pertes chaque année. On pourrait rajouter le coût de l'immigration, qui est aussi un coût gigantesque. Mais je pense que là, on y vient. Il faut... c'est un sujet qu'il faut absolument... Il faut le traiter, il faut le traiter très sérieusement. C'est un sujet, les petites retraites, les petits salaires. Comment on fait aujourd'hui dans un pays où vous avez la concurrence des travailleurs détachés, concurrence déloyale, 500 000 travailleurs détachés aujourd'hui, ça c'est une directive européenne. Alors certains disent on va mettre fin à cette directive mais on reste dans l'Union européenne. Mensonge. Soit on sort, soit on y est et on accepte la directive du travail détaché. Je veux dire, les petits salaires, c'est aussi les petits salaires, c'est aussi la question de la précarité. Il faut abroger les lois de précarité comme la loi travail. Thomas Porcher, qu'est-ce que vous en pensez ? Non mais ce sont des choses concrètes qu'il faut aborder. Justement, et on en parle. Alors, on y est, s'il vous plaît, quand même. On y est. Le problème que vous avez dit au départ, soit on sort, soit on entre de l'Union européenne, c'est le sujet majeur. Quelle est la nouveauté du discours de Mme Le Pen ? Évidemment, on peut toujours dire qu'elle revient aux fondamentaux comme ça. Elle a parlé de rassemblement national, elle a parlé, et son problème, c'est comment on arrive au pouvoir. On n'arrive pas au pouvoir tout seul en France quand on est le Front National. Ça n'existera pas. C'est un rêve. Elle tire quand même les conclusions des présidentielles. Elle n'y arrivera que par les alliances. Or, il est impossible en France de faire une alliance avec quiconque si on veut sortir de l'Union européenne. Donc ça veut dire que vous vous livrez à l'impuissance dès le départ, à l'impuissance, c'est-à-dire que vous avez peut-être raison sur le fond, mais il est impossible. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Et les gens qui ont rassemblé le nombre de voix, aucun ne propose une sortie de l'Union européenne. Ils ne proposent pas une sortie. Or, vous êtes sur une sortie. C'est-à-dire que vous êtes absolument seul, non seulement en Europe, mais vous êtes seul également en France. Donc, elle pose un véritable problème, c'est-à-dire... Elle n'en parle plus de la sortie de l'euro. Elle dit qu'elle est même une européenne, qu'elle est anti-Union européenne, que c'est une européenne. Mais c'est exactement ce que je dis. Donc, monsieur Philippot, vous êtes tout seul. Et vous avez vous-même dit pendant la campagne présidentielle, je n'ai qu'une seule ambition, c'est que Mme Le Pen, Marine Le Pen, arrive au pouvoir. Elle ne peut pas, et vous non plus, arriver au pouvoir. Là, elle ne veut plus être au pouvoir. Avec le programme, attendez, je vais quand même répondre à ça, c'est fondamental. Avec le programme qu'elle avait à l'époque, je précise, dans lequel il y avait à l'époque la sortie de l'Union européenne, qui a disparu, ils l'ont gommé. Et pour cause. La question que vous posez là, d'abord, il n'y a aucun exemple en Europe de réforme
de l'Union européenne. Par contre, il y a un exemple de sortie qui est le Brexit. Oui. Donc vous voyez, du côté de l'histoire, vous voyez comment ça se passe. ça me donne raison. Ça se passe très bien. Et les Britanniques, aujourd'hui, il y a un sondage, 53% Mais ils voteraient. n'étaient pas dans la zone euro. 53% voteraient. Dans la zone euro. Raison de plus pour sortir. Nous avons Oui, en non, plus, nous avons le boulet de l'euro. C'est ça qui fait peur aux gens, la désintégration de la zone euro. Il faut leur expliquer. Et l'euro, c'est une des questions aussi sur les petits salaires et les petites retraites. Bien C'est sûr, lié bien aux petits salaires et aux petites retraites. Et il faut leur expliquer. Mais je pense que là, vous posez une question de fond. Est-ce qu'on fait de la politique par sincérité ou est-ce qu'on fait de la petite boutique politicienne? Voilà. Soit on fait, alors c'est Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Wauquiez, Mariani, l'union des droites, qui ne veut rien dire. On va mettre à l'intérieur des gens ultra-libéraux, colbertistes. Ailleurs, ça veut dire quelque chose. Entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, ils sont aux portes du pouvoir. Vous ne pouvez pas dire que ça ne veut rien dire. La Ligue et la droite. Bon, ils l'ont fait en Autriche. Droite libérale et puis un mouvement En France, ça voudrait dire tout simplement remettre LR au pouvoir. Parce qu'évidemment, le Front National se fera dévorer par les Républicains. C'est à chaque fois une partie des Français. Alors, remettre LR au pouvoir, moi, c'est pas mon ambition. On les a vus au pouvoir, merci. On a vu ce que ça a donné. Ça a donné comme Hollande et comme Macron, c'est-à-dire aucun résultat. Ou même une aggravation. Regardez en Autriche, ils ont fait l'union droite-extrême droite. Ils ont gagné. Juncker, le président de la... pas sur la base d'une sortie. Non, mais attendez. Juncker, le président de la Commission européenne, est allé en Autriche. Il a dit, c'est formidable, ils sont en train d'appliquer exactement notre programme. Donc ça n'a rien changé pour les Autrichiens, même pas en matière d'immigration. Florian Philippot, il y a des exemples et des contre-exemples. Attendez, c'est très important. Soit on fait une alliance de boutiques sans être sûr du tout d'y arriver, parce qu'en France, je pense que ça remettrait simplement les Républicains au pouvoir, et en trahissant ses convictions, soit on fait de la politique avec un P majuscule comme aux Patriotes, et on reste où on défend... Non, on n'est pas seul. Parce que moi, je m'ouvre à tous les patriotes. Allié. Ça sera par la base. Il y a des patriotes à gauche, au centre et à droite, et des gens qui ne sont plus dans ce clivage. J'ai l'impression d'écouter une République en marche, mais avec un autre système de pensée, fait, du corpus idéologique. Ils l'ont fait C'est votre modèle ? Du côté du tout libéral. Moi, je le fais du côté patriotique. Mais comment peut être tout libéral si on, et il y en a à gauche, au centre et à droite. Si on augmente la dépense publique et les impôts des Français. Mais je ne veux pas augmenter. Et attendez, excusez-moi. Et là où je pense que vous vous plantez sur votre je ne veux pas augmenter les impôts, moi je veux les baisser. Non, mais là où je pense que vous plantez sur votre diagnostic, vous parlez des petites retraites. Alors oui, en effet, il faut augmenter les petites retraites et les personnes qui sont le plus dans le besoin. Mais là où vous vous trompez dans votre diagnostic, et vous mettez ça sur le compte de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, les retraites en France, c'est 15% de notre produit intérieur brut. La France, c'est le pays où on part en retraite le plus tôt et où le temps de travail dans la vie est le plus court. Avec une équation telle que celle-ci, vous ne réussirez rien. C'est aussi le pays où il y a plus de chômage. C'est pas le prélèvement du PIB. C'est une comparaison en fonction du PIB, y compris pour la dépense publique. C'est pas un prélèvement du PIB. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. C'est aussi le pays, messieurs, madame. C'est aussi le pays, juste un mot, c'est aussi le pays où on travaille le moins. Parce qu'il y a le plus de chômage. Attendez, vous avez parlé de l'alliance. Il y a des milliers d'heures qui ne sont pas travaillées pour payer les retraites. On va continuer à parler. Vous avez parlé de l'alliance des droits. Je vais reprendre la parole à Rafik Smati. On va écouter, c'était ce matin sur notre antenne, deux membres d'un même parti qui disent exactement l'inverse. C'est Gilles Platré, porte-parole des Républicains, et Thierry Mariani, c'était dans la matinale. On peut garder notre âme et être éternellement dans l'opposition. Voilà. On peut répéter sans cesse que le Front National n'est pas fréquentable, ce qui a été vrai pendant des années. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle réalité politique qui nous est imposée par M. Macron. Ou on en tient compte, ou on continue à calquer le schéma de ces 20 dernières années sur le 21e siècle. Notre position est très claire. Il n'y aura aucune alliance avec le Front National. Et ceux qui prétendent ceci, comme M. Mariani qui m'a précédé, sont des voix isolées qui ont le droit de s'exprimer, mais qui ne peuvent parler au nom des Républicains. Ça n'est pas notre philosophie politique, ça n'est pas notre politique économique, ça n'est pas du tout notre ADN. Il n'y aura pas. Et vous savez, je pense que les alliés naturels de la droite républicaine, c'est le centre. Contrairement à ce que j'ai entendu, le centre n'est pas rallié intégralement à Emmanuel Macron. Même parti, deux sons de cloche radicalement opposés. Thomas Porcher, vous qui vous regardez les programmes économiques et sociaux, c'est quand même la base, ça, d'un programme. Est-ce que vraiment ça paraît contre nature que Laurent Wauquiez, un jour, ou pas que ça se passe par la base, rejoigne, ou que ce soit Marine Le Pen qui le rejoigne? Alors, déjà, de ce que je vois, le Front National a servi pendant très longtemps à alimenter des voix à gauche comme à droite. Nicolas Sarkozy a été chassé, enfin on l'a vu, la droite a beaucoup chassé sur les terres du Front National, les pains au chocolat, la double ration de frites, les phrases de Nicolas Sarkozy, pour prendre une partie de l'électorat du Front National à l'époque. Et puis le vote utile. Macron, le vote utile, il fallait voter, pas parce qu'on adhérait au programme économique de Macron, qui était dur, mais parce qu'il fallait contrer Marine Le Pen, qui faisait un bon score, qui avait des bons pourcentages. Je voudrais revenir maintenant sur le Front National. Là, on voit vraiment que Marine Le Pen n'a jamais fait un score aussi bon qu'à la dernière élection présidentielle. Peut-être grâce à vous et grâce à la sphère économique qu'elle avait développée. Et aujourd'hui, elle revient
à son ADN de base, la sécurité, l'immigration. Pourquoi, en réalité? Elle ne l'a jamais abandonné. Non, oui, mais elle l'avait vachement édulcoré avec des questions économiques. Et d'ailleurs, même l'immigration était souvent mise en avant pour des raisons économiques. Nous n'avons pas les moyens. Alors que là, on voit l'ADN de base, c'est même plus des raisons économiques, c'est de l'immigration, de la lutte contre l'immigration, avec un ADN raciste, clairement, ce qui était le Front National au départ. Non mais quand on dit ça, pardonnez-moi, je dis, est-ce que vous avez trouvé un mot à caractère raciste dans le discours de Marine Le Pen? Excusez-moi, vous n'avez pas vu l'assistante parlementaire de Marine Le Pen, vous n'avez pas vu les sorties de... Oui, mais attendez, c'est l'histoire du Front National. Et les sorties de M. Le Pen, c'est l'histoire du Front National. Alors si on me dit qu'il n'est pas raciste... Non, je vous ai demandé dans le discours de Marine Le Pen. Il y a eu un discours qui a été édulcoré, je pense, avec l'arrivée de M. Philippot sur les questions européennes, sur des questions légitimes, où M. Philippot prenait beaucoup à la gauche parce que justement une partie du PS se concentrait sur les classes sociales favorisées et lâchait une partie des questions comme le protectionnisme et que le Front National, à juste titre, récupéré parce qu'à gauche, c'était interdit de parler de ça. Et ce que je voulais dire, pour finir, c'est que si Marine Le Pen voulait accéder au pouvoir, je pense qu'elle avait tout intérêt à continuer dans cette voie-là. Or là, on voit que c'est plutôt une question de boutique. Elle veut garder sa boutique. Et comme sa boutique, pour la garder, il faut revenir sur des fondamentaux racistes, elle préfère... Raciste. Non mais attendez, les monte un sens. L'immigration, la sécurité forte. Voilà. L'immigration, la sécurité forte et mettre le biais économique de côté. On voit qu'elle retourne là-dessus, alors qu'elle est beaucoup plus faible dans les sondages, elle a beaucoup moins de chances de gagner qu'à l'époque. Attendez, Florian Philippot, quand Marine Le Pen, ou que vous regardez à l'extérieur des frontières hexagonales, enfin, vous peut-être, mais Marine Le Pen a le sourire, pardonnez-moi, mais quand on voit les blocs de droite ou de droite extrême, ce qui les porte, ce qui fait souffler leur voile, c'est la crise migratoire. Ça, vous ne vous en éloignez pas, vous le constatez aussi. Mais moi, je pense que la question de l'immigration est absolument importante, bien sûr, mais qu'on peut l'aborder de manière très sérieuse et très républicaine. De l'immigration ou des migrations? C'est deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire, en quoi l'immigration légale est aujourd'hui un problème en France? Et en quoi c'est une solution au chômage? Les chiffres, moi, je ne dis pas que le chômage est lié à l'immigration. Les migrations sont effectivement un gros problème social, mais l'immigration en France n'augmente pas. Elle est à peu près de 200 000 chaque année. Non, c'est pas vrai ça. Ah bah, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, au début des années 2000, c'était plutôt 130, 140 000 par an et 200 000 sous Sarkozy et Hollande, maintenant 230 000, 240 000. Si, ça augmente régulièrement. Ça augmente, plus l'immigration clandestine, il y a la crise migratoire. Bien sûr que c'est un énorme problème et qu'il faut que nous retrouvions des frontières nationales, une capacité à maîtriser notre politique d'immigration et à lutter contre le fondamentalisme islamiste. Et il faut aussi aller voir en amont. Il faut travailler main dans la main avec les pays d'origine. Moi, combien j'ai rencontré de chefs de projet, chefs d'entreprise africains qui m'ont dit, mais attendez, on nous prend nos ressources humaines. Il y a des régions entières en Afrique noire qui sont vides de jeunes et de ressources ou de médecins parce qu'ils viennent en Europe ou en France. Donc c'est une question qu'on doit voir de manière transverse avec toute la fermeté républicaine nécessaire en France et la compassion nécessaire en Afrique. Ça fait 2 fois que vous ajoutez républicaine. J'ai l'impression que vous dites que Marine Le Pen traite l'immigration sous un aspect presque qui rejoint ce que dit Thomas Porcher. Moi, je dis pas raciste parce que vous dites quoi, alors, identitaire. C'était très identitaire hier. C'était pas un mot qui vous faisait honte avant. Hein. Ouais, excusez-moi, je suis réputé pour ne mettre. C'est un mot tabou. Pour ne pas travailler avec les identitaires. C'est autre chose. C'est tout. Mais identitaire est un gros mot. Voilà. Non, l'identité nationale, bien sûr. Mais attendez, vous savez, on peut porter des sujets, on doit porter des sujets, mais on peut porter tous les sujets. Aux patriotes, bien sûr qu'on considère, on n'édulcore pas, on ne dit pas que l'immigration n'est pas un sujet, on en parle, mais on parle aussi d'écologie, de transition énergétique, on parle aussi de protection animale, très importante, on parle aussi d'emploi, de petites retraites, de questions de santé et d'école. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser, quand on se focalise sur un seul sujet, il y a eu les Verts pendant un moment qui ne parlaient que d'environnement, et souvent mal d'ailleurs, c'était des taxes et pas grand-chose d'autre. Donc vous êtes ou les identitaires qui ne parlent que d'un sujet, je pense qu'on se leurre. Mais qu'aujourd'hui le patriotisme français, ça doit être une réponse en miroir au tout libéral de Macron. D'accord, et c'est la réponse au chômage de longue durée, au pouvoir d'achat, le patriotisme économique. Je pense que c'est fondamental. Oui, du coup, en fermant tout, on solutionne en fait toute cette carrière de soucis et de problématiques qui sont les préoccupations numéro 1 des Français. Moi, je ne pense pas qu'il faille fermer, je pense qu'il faut avoir les protections et les régulations nécessaires. C'est-à-dire qu'on est un des seuls pays, quand il y a une concurrence déloyale sur un produit qui vient de Chine ou ailleurs... Attendez, je vous réponds. On ne se protège pas du tout. Le déficit commercial français, il est plus haut que jamais.
et on n'a jamais été aussi libre-échangiste. Donc vous voyez que votre équation, elle ne marche pas. On est dans le libre-échange total et on est dans le déficit total. Le déficit français... Je vous écoute depuis tout à l'heure, Rafik Smati, on a il faut vraiment recréer une base industrielle française. que le clivage, même ici, sur ce plateau, de manière générale, c'est devenu entre, on va le dire comme ça, les mondialistes ou les patriotes, les nationaux, etc. Marine Le Pen, hier, a carrément gommé, effacé comme une ardoise magique tous les partis qui seraient intermédiaires à tout cela. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que le vrai clivage aujourd'hui, celui qui parle aux gens, ceux qui nous regardent, c'est ça? Soit on est du bon côté de la mondialisation, soit on est en train de perdre, on a peur et donc on a besoin de ces frontières pour nous protéger. Ça c'est un clivage qui est basé sur les peurs et je ne crois pas que ce soit le bon clivage. Et puis, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que Marine Le Pen n'a pas le monopole de l'amour de la France. On peut ne pas être au Front National, ce qui est le cas de la plupart des Français, et aimer la France. On peut aimer la France, mais pas forcément la France de Marine Le Pen, qui est une certaine France, qui est une France qui est peut-être un petit peu celle des années 60. Moi, je pense que j'insiste sur le fait que tout l'enjeu des prochaines années va être de réussir à nous enraciner, accepter, assumer ce qu'est la France, ce qu'est son histoire, ce qu'est sa culture, ses racines, et en même temps accepter de jouer le jeu de la mondialisation parce que c'est une chance pour la France, à condition que nous soyons bien enracinés et bien armés pour pouvoir aller au combat. Jouer le jeu de la mondialisation, puis je vais vous libérer, Florian Philippot, c'est aussi les réformes qui sont menées par Emmanuel Macron. On dit que c'est un rythme effréné, que c'est une réforme par jour. Est-ce que c'est de l'efficacité, du bougisme? Qu'est-ce que c'est? Comment vous le qualifiez? Il y a un peu des deux. Il y a de la saturation de com à la Sarkozy, qui faisait la même chose à l'époque. On sature l'espace médiatique. Et en même temps, il fait quand même des choses. Alors moi je pense que ça va vraiment dans le mauvais sens. Il est vraiment en train de détruire le droit du travail, les protections. Il est vraiment en train de lancer le chantier de la libéralisation du service public du rail, qui est fondamental. C'est des millions de Français transportés chaque jour dans le train, avec des lignes rurales qui vont fermer, des investissements dans le TGV qui ne se feront plus, des tarifs qui vont augmenter. Il fait vraiment, si vous voulez, tout cela en même temps. On peut citer ce qu'il ne fait pas aussi pour sécuriser les prisons. Il y a eu ce mouvement social. Ce qu'il ne fait pas pour les EHPAD, les maisons de retraite. Il y a eu ce mouvement social. Donc j'ai envie de dire maintenant aux Français, mobilisez-vous vraiment. Faites-vous entendre. Et parce que les élections ne sont pas pour maintenant. Vous avez remarqué que pour le moment, ils n'entendent pas beaucoup votre appel. Parce qu'ils sont assommés un peu par tout cela. Mais mobilisez-vous. Vous savez, nous on défend un patriotisme sincère, je l'ai dit, mais aussi engagé. C'est pour ça que le 15 mars, on y sera sur le terrain. Mais on sera là aussi. Quand on va privatiser malheureusement Aéroport de Paris, on sera à Roissy, à Orly ou les deux. Sur le terrain. Parce qu'il faut que les Français entendent et les patriotes ne doivent pas simplement être en hémicycle ou sur les plateaux de télé. Ils doivent être sur le terrain avec ceux qui se bougent pour faire entendre et pour qu'enfin en France il y ait une prise de conscience. On va vous libérer, comme ça vous allez sur le terrain également. Voilà, merci. Merci Florian Philippot, merci d'avoir été notre invité. On va poursuivre évidemment cette émission, nos débats. Merci d'être avec nous. Il est 18h passé de quelques minutes si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission d'actualité, les voix de l'info jusqu'à 19h. On en parlait à l'instant, changer de nom et après beaucoup de réactions depuis hier, depuis le congrès du Front National à Lille et puis ce nom, Rassemblement National, sur lequel les militants vont se prononcer. On va écouter quelques réactions, mais cette fois-ci de citoyens au micro de CNews. Pour moi, Front National, c'était au niveau national. Il y avait le concept de nation dans le nom. C'était quelque chose qui nous touchait à nous, au Front National. C'est parce que c'est vraiment le cœur même de nos idées. Aujourd'hui, maintenant, le nouveau nom, il faudrait qu'il garde cette idée nationale. C'est vrai que le fait de le changer pourrait nous permettre d'accéder au pouvoir. Ça coûte rien, clairement, d'essayer. Ça mange pas de pain. Ce nom, il faut qu'il prenne en compte la nation. C'est-à-dire que le peuple français, les Français m'aiment vraiment. Voilà, et à noter qu'à partir de 18h30, l'entretien, mon invité nous parlera de la stratégie de Marine Le Pen, du nouveau nom. Ce sera lui, Alliot, le numéro 2 du FN et très probablement prochainement le Rassemblement National. Dans l'actualité pour l'heure, une réforme par jour ou presque, Emmanuel Macron, et puis un rythme effréné des réformes. D'ailleurs, le président en a parlé depuis son déplacement en Inde. Nous allons continuer en France à réformer en profondeur, a-t-il dit. Mais tout d'abord, quel est le bilan de ce déplacement, de ce voyage? On voit tout cela avec notre journaliste Loïc Signor qui est sur place. Au terme de ces 3 jours de visite d'État en Inde, le président de la République a rappelé les 3 piliers d'une relation bilatérale qu'il souhaite nouvelle entre les deux pays. D'abord, le premier pilier, c'est un partenariat stratégique en termes de défense, un soutien logistique dans des bases militaires situées dans l'océan Indien et puis un échange d'informations militaires entre l'Inde et la France. Le deuxième pilier, c'est évidemment industriel, voire énergétique, car c'est la marotte du chef de l'État ici en Inde, construire 6 EPR nouvelle génération par EDF. Les deux gouvernements, assure-t-il, ont été le plus loin possible
possible. C'est désormais aux deux industriels de se mettre d'accord pour que cela débouche sur un accord commercial. Enfin, l'éducation, la culture et l'accueil, souhaite le président de la République, de plus d'étudiants indiens sur le territoire français. Mais il aura été aussi beaucoup question lors d'une conférence de presse pour terminer ce voyage de la Syrie, de ce dossier syrien. L'occasion pour le président de la République de rappeler certaines lignes rouges, et la principale: si la France venait à constater l'utilisation létale d'armes chimiques sur le sol syrien, alors le président l'assure, nous pourrons frapper de manière autonome sans développer davantage sa stratégie, évidemment. Enfin, une demi-annonce, là aussi sur le climat. Le président de la République l'assure, il n'est pas totalement fermé à la modification de la Constitution pour faire entrer la notion de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà pour ce bilan effectué par Loïc Signor, le président, qui a donc également parlé du rythme des réformes en France. On en parle avec les voix de l'info qui sont toujours avec moi, et on accueille pour ce débat Hugues Rançon. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes député de La République En Marche, vice-président de l'Assemblée nationale. On a dit en titre, c'est peut-être un peu exagéré, une réforme par jour ou presque, mais c'est vrai, quand on les liste, il faut avoir du souffle. La réforme de la SNCF, la réforme pénale, la réforme constitutionnelle, la formation professionnelle, l'assurance chômage, etc., etc. Pas de répit. C'est un rythme effréné, voulu, revendiqué, assumé. Complètement assumé, voulu. Il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés au pouvoir. Et si les Français ont voulu changer le système politique et nous faire confiance, c'est précisément qu'ils voulaient changer aussi la façon de faire de la politique. On attend de nous de l'action, et nous sommes là pour agir et pour faire. Bien sûr, des gens pourront contester le fond de ce que nous allons porter comme réforme. Mais nous avons une exigence particulière sur les épaules, un poids de responsabilité, c'est de transformer le pays dans le domaine économique, dans le domaine social, dans la démocratie aussi. C'est l'enjeu de la réforme institutionnelle. Donc les réformes, nous voulons les faire tôt dans le mandat, parce que c'est là que nous avons la légitimité de l'élection. Nous sommes là pour appliquer le programme pour lequel nous avons été élus, et nous allons l'appliquer de manière quasi intransigeante. Ça a l'air révolutionnaire en France en 2018, mais oui, vous avez des politiques qui veulent appliquer le programme pour lequel ils ont été élus. Et puis nous allons le faire de manière conjointe. Nous allons aborder tous les sujets de front, tous les fronts en même temps. Parce que précisément l'état du pays le justifie. La France va mal. Et nous devons aujourd'hui pouvoir traiter les différentes causes. Le parlementaire que vous êtes, forcément un parlementaire qui est très attentif au travail du Parlement, il y a parfois des coups de boutoir. On va parler de cette réforme constitutionnelle, mais vous êtes d'accord sur toutes les réformes? Le petit doigt sur la couture du pantalon. Alors, le petit doigt n'est pas sur la couture du pantalon. Mais vous êtes d'accord sur les parlementaires sont là, évidemment, et nous aurons à le faire tout au long du mandat. Un exemple, par exemple, qu'est-ce qui a suscité un peu de crispation? Il n'y a pas de crispation, il y a des enrichissements. Et vous savez, les choses sont assez simples. Élément de langage. Parce que précisément, nous sommes dans l'application d'un programme. Le jour où nous ne serons plus dans l'application du programme, exemple, un élément qui n'était pas dans le programme, limitation des 80 km/h, colère des élus, inquiétude au sein de la majorité. Vous étiez d'accord? C'était pas dans le programme. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, moi j'ai travaillé avec Jacques Chirac, qui a fait de la sécurité routière une grande cause de son quinquennat, et je suis assez à l'aise pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de sauver des vies, il n'y a pas de... Nous verrons quelle est l'efficacité, on l'espère. Bien sûr, toutes les mesures doivent être évaluées. Provoquer des crispations, c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de crispation possible, il s'agit là de sauver des vies, et en effet, c'est sur ces sujets-là, qui d'ailleurs ne sont pas du ressort de la loi, donc les parlementaires n'ont pas à être là-dessus sur le petit doigt sur la couture du pantalon, mais en l'espèce, je soutiens pleinement cette mesure. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que les politiques de cette majorité, et pas uniquement de cette majorité, parce que c'est aussi présent sur les autres bancs de l'hémicycle, et je veux le dire ici, parce qu'il y a eu une rénovation et une régénération démocratique à l'occasion des dernières élections, c'est que vous n'avez plus de politiques qui sont là pour faire carrière, vous n'avez plus de politiques qui sont là pour mettre la poussière sous le tapis. Vous savez, vous êtes dans leur tête ou dans leur vie? Mais parce qu'on en discute, vous savez, les parlementaires, moi j'ai la chance d'être il y a de la langue de bois aussi. Vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai justement à animer les débats et à faire vivre le débat démocratique pendant les séances publiques. Je vois bien que les parlementaires de la France insoumise, avec lesquels je ne partage quasiment rien, ont la même perception d'un mandat parlementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des élus qui veulent faire bouger les choses, qui ont des conceptions radicalement opposées de la société. Mais qui veulent aussi qu'on respecte le Parlement. Hugues Rançon, est-ce qu'il n'y a pas parfois des coups de boutoir, y compris sur la réforme institutionnelle, qui sont donnés au Parlement? Vous devez être quand même soucieux de ce qui se passe au Parlement. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée. Parfaitement soucieux sur la réforme institutionnelle, puisque vous m'en parlez. Elle est au cœur de notre programme, et nous avons été élus pour réformer la démocratie largement autant que pour réformer l'économie ou le social. Mais le fond, la forme est importante, la méthode.
ça veut dire que nous devons faire en sorte, oui, qu'il y ait moins de parlementaires dans ce pays, oui, que le Parlement soit plus fort, que le temps parlementaire soit raccourci, qu'il y ait moins de temps entre une annonce d'un ministre sur un perron et l'effectivité d'une mesure dans le quotidien des Français. Cette réforme pour moderniser la démocratie, pour limiter le cumul des mandats dans l'espace et dans le temps, pour revaloriser le Conseil économique, social et environnemental, nous l'amènerons à son terme et je vous promets que c'est une avancée. Thomas Porcher, selon vous, de ce que vous écoutez, de ce que dit Hugo Rançon, quelle est la boussole pour réformer? Ce n'est pas seulement réformer pour réformer. On ne réforme pas pour réformer, on réforme pour l'efficacité et faire avancer le pays. Les réformes que propose Emmanuel Macron, enfin, c'est plus flexibiliser le marché de l'emploi, du travail, réduire les déficits, revoir le modèle social en allégeant le modèle social français. Donc c'est quand même des réformes qui ont été faites dans plusieurs pays, qui ont été faites au Royaume-Uni bien avant nous, qui ont été faites aux États-Unis, qui ont été faites en Italie, le Job Act de Matteo Renzi. Donc c'est pas des choses extrêmement nouvelles. Et on connaît les conséquences de tout ça. Et puis il y a cette idée aussi de dire que le pays n'a pas été réformé pendant 30 ans. Enfin, la Commission européenne, elle note les réformes sur le marché du travail. Il y a eu 165 réformes entre 2000 et 2013. C'est la Commission qui les note. 17 réformes juste sur la protection de l'emploi. Donc on ne peut pas dire que le pays n'a pas été réformé. Il y a eu des réformes qui ont flexibilisé le marché du travail, peut-être pas aussi fortes que celles qui ont été faites par Emmanuel Macron, mais il y a eu des réformes. Quelles ont été les conséquences? Est-ce que le chômage s'est amélioré? Et puis n'oublions pas que si le pays est dans cet état, c'est parce qu'Emmanuel Macron a été aussi au pouvoir. Il a été conseiller de François Hollande, ministre de l'économie. Il a un bilan. Il n'a pas le bilan complet, mais c'est une partie prenante du bilan que nous connaissons aujourd'hui. Et là, il aurait fallu aussi le tirer, ce bilan. Personne ne l'a vraiment tiré. Et la dernière chose que je dirais, c'est que ces réformes qui ont été menées dans des pays et qui ont été menées plein pot au Royaume-Uni et plein pot aux États-Unis, et ça rejoint le premier débat, elles ont mené à quoi? À des inégalités qui ont augmenté, qui ont porté Trump au pouvoir, qui ont porté le Brexit au pouvoir. Et aujourd'hui, on s'empresse de rattraper ces pays en cassant le modèle social, en flexibilisant, alors que les conséquences au bout, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Donc faisons attention. Mais d'abord, réforme, c'est bien, mais en marche vers où? J'espère pas dans le mur. En marche sur l'application du programme qui est le nôtre. En marche aussi considérant que toutes ces difficultés, cher Thomas Porcher, elles n'ont pas été créées depuis 6 mois. Le chômage de masse, ça ne date pas depuis 6 mois. La situation depuis 2011, il y a beaucoup de chômage. La situation du monde carcéral et des prisons, ça ne date pas de 6 mois. 500 000 chômeurs en plus depuis que Macron est au pouvoir. Les EHPAD, Macron est au pouvoir depuis 8 mois. Depuis qu'il est conseiller de Nicolas, de François Hollande. C'est un lapsus. Parce que c'est la même politique qu'ils ont fait. En réalité, voilà, nous comprenons bien que toutes les difficultés du pays sont des difficultés qui ont été accumulées. Il ne s'agit pas pour moi de pointer le doigt sur telle ou telle majorité comme vous le faites. Il s'agit juste de constater qu'aujourd'hui, il y a un chômage de masse, il y a des difficultés de pouvoir d'achat, il y a une France qui ne sait pas se réformer, il y a un service public qui n'est pas assez efficace, il y a une France qui doit gagner en attractivité, en compétitivité. Ce sont ces sujets-là que nous allons plus loin dans ce qui n'a pas marché. Ce sont ces sujets-là pour lesquels nous avons reçu, peut-être que ça vous ennuie, mais nous avons reçu un mandat de la part des Français pour mener ces réformes. Nous mènerons ces réformes et nous serons jugés sur des résultats. Et sachez bien quelque chose, si nous n'avons pas de résultats dans ces domaines-là, nous repartirons aussi vite que nous sommes arrivés et nous serons balayés. C'est pas ça qui nous inquiète, Hugo Rançon, que vous partiez. Ça, c'est, la vie politique, c'est qui vient à la place. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité majeure aujourd'hui de réussir cette transformation. Et nous en avons conscience. Et vous allez voir que sur ce plateau, il y a les différentes nuances, puisque si Thomas Porcher dit que vous en faites trop, Rafik Smati va vous dire que vous n'en faites pas assez, dans l'autre sens, n'est-ce pas? C'est dire si nous sommes dans l'équilibre, peut-être. Ou dans la neutralité. En fait, il y a un mot que vous utilisez beaucoup, tous les parlementaires, le gouvernement, etc. Et à tort, à mon avis, c'est le mot transformation. Et il y a derrière ce mot quelque chose d'ambitieux, parce que quand on connaît un petit peu l'histoire de France, et quand on connaît quelles ont été les véritables époques de transformation, on se dit qu'il y a un hold-up sur les mots que je trouve vraiment regrettable. Si vous étiez là en train de dire nous faisons une politique social-démocrate, nous jouons avec les leviers qui sont les nôtres et on améliore certaines choses, je vous dirais d'accord, je vous suis, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est tout sauf une transformation. Les lois travail. Alors je le dis avec d'autant plus de décontraction que j'approuve certaines directions que vous prenez. Vous voyez, les lois travail vont dans la bonne direction. Peut-être êtes-vous social-démocrate vous-même? Ah non, certainement pas. Vous parlez par exemple des lois travail. C'est intéressant. On ne peut pas être contre ces lois de travail, sauf qu'elles alourdissent le code du travail dont on considérait qu'il était déjà trop lourd. Vous revenez sur un certain nombre de réformes, notamment en termes de fiscalité, à ce qu'il y avait il y a 5 ans, par exemple sur la taxation des revenus du capital, et vous dites c'est génial, la France est redevenue compétitive depuis bien longtemps, alors qu'on revient au statu quo d'il y a 5 ans. Et c'est valable dans tous les domaines, et y compris dans l'éducation nationale. Ce que fait M. Blanquer, c'est bien.
Mais déconstruire ce qu'a fait Najat Vallaud-Belkacem, ça ne fait pas de lui et ça ne fait pas du gouvernement un héros. Et en fait, c'est là-dessus que je veux mettre le point. C'est-à-dire que notre pays aujourd'hui est face à un certain nombre de murs. Je considère que le mur de la dette en est un, et d'ailleurs le gouvernement en fait le diagnostic, et le ministre de l'économie aussi, mais qu'ils en arrivent à présenter la baisse des déficits qui va être liée à l'entrée de revenus supplémentaires, qu'ils réussissent à faire passer ça en cagnotte fiscale, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'on va faire pour distribuer l'argent que l'on aura, enfin que l'on va moins dépenser que ce qui était prévu. Je trouve ça absolument lamentable. Et les autres réactions. Alors là, vous parlez de conjoncture, vous parlez de gestion, vous m'interpellez sur le terme de transformation. Nous sommes dans une politique de transformation. Et on revient en concret. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous regardent, la transformation? Parce que les politiques, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à présent, nous disaient ici il faut un peu plus de prélèvements obligatoires, ici il faut un peu moins de dépenses publiques. Mais c'est ce que vous faites. Mais c'est ce que vous faites. Pas du tout, parce que vous vous intéressez à un petit bout de la lorgnette. Mais lorsqu'on parle des prisons, lorsqu'Emmanuel Macron nous dit que sur les peines d'emprisonnement de moins d'1 an, elles seront proscrites d'un mois, elles seront proscrites parce qu'elles ne sont pas efficaces. Donc en gros, on ne sait pas gérer les prisons, donc on va les vider parce que ça va nous éviter de construire des places de prison. On veut en construire 16 000, mais on ne peut pas en construire 16 000. Je sais précisément que ça va vous faire réagir. Parce que j'ai regardé un petit peu quelles étaient vos positions sur le sujet. Précisément, c'est de la transformation du monde pénitentiaire et de la politique pénale dans ce pays. Non, c'est du renoncement. C'est du renoncement, c'est de l'abandon, c'est de la faiblesse. Le dédoublement des classes en zone prioritaire, la politique d'éducation nationale que vous invoquez, qui est celle de Jean-Michel Blanquer, c'est une politique qui n'a jamais été menée, qui est un marqueur, cher Thomas Porcher, de gauche. C'est de l'émancipation, c'est des quartiers populaires, c'est de l'éducation nationale. C'est évidemment quelque chose qui n'a jamais été fait. Il ne s'agit pas du tout de détricoter ce qu'a fait Najat Vallaud-Belkacem, pour laquelle j'ai énormément d'amitié et d'estime. Il s'agit juste de porter un autre projet politique. Vous pouvez le contester, mais ne nous dites pas que les mesures que nous mettons aujourd'hui en vigueur ont été portées. Autorisez-moi simplement à remettre l'église au village, et quand au milieu du village, et quand vous utilisez des mots qui sont en décalage parce que vous êtes dans une logique de storytelling, de surcommunication pour survendre des réformes. Autorisez-moi à mettre le doigt sur Autorisez-moi aussi à intervenir parce que Emmanuel, la limite de votre exercice. Les mots, c'est bien transformation, révolution copernicienne, les actes, c'est mieux, il y en a, je ne dis pas le contraire, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a de concret? Quelle est la boussole des réformes? C'est important dans un pays qui est en train de bouger, vous l'avez dit, qui était taxé d'immobilisme. Les réformes passent, peut-être qu'il y a une volonté de voir réussir en tous les cas le pays, peut-être qu'il y a une forme de résignation. Mais est-ce qu'il n'y a pas également, Emmanuel Soufie, où est la boussole de la justice sociale? Ça tient à cœur. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'à travers ce mot de transformation, de cette France qui ne s'est pas suffisamment réformée ou qui ne s'est jamais réformée, on peut y voir des fois un discours un peu culpabilisant. C'est-à-dire que les Français peuvent avoir le sentiment de se dire « Mon Dieu, pourtant, moi j'ai le sentiment d'avoir fait des kilomètres d'efforts depuis des années et aujourd'hui on me renvoie toujours à mon travail qui coûte trop cher, à mon travail qui n'est pas assez flexible, à ma retraite qui est trop élevé, etc. » Donc, ce phénomène de calendrier, de rouleau compresseur des réformes, qu'on peut estimer tout à fait être juste ou indispensable à la réussite du pays, crée aussi au sein de la population un sentiment de culpabilisation, c'est-à-dire que c'est encore moi, c'est toujours moi. Vous voyez, et ça, je trouve qu'en termes d'équilibre du fameux en même temps que le président a cœur d'appliquer, voilà, ça n'apparaît pas, quoi. Et ce terme de justice, alors il y a eu la réforme. Est-ce que vous l'entendez d'ailleurs, Hugues Anson, ce que dit Emmanuel Soufie, parce qu'évidemment vous êtes souvent sur le terrain, vous êtes un député, est-ce que les citoyens vous le disent? Très bien, vous réformez, mais est-ce que vous pensez à nous, aux petites gens, aux retraités, etc. Ça, vous devez l'entendre. Je crois qu'aujourd'hui, si certains peuvent éventuellement avoir des réserves sur la conduite de la politique ou les réformes qui sont engagées, et je l'entends, il y a une unanimité derrière le fait que vous avez une majorité qui veut bouger, qui veut transformer le pays, qui veut changer les choses. Mais à quel prix? Radicalement changer les choses. C'est l'équilibre. Radicalement changer les choses, considérant que pour redistribuer les fruits de la croissance, et évidemment nous y sommes attachés, et évidemment nous sommes attachés à la question de la justice sociale, il faut d'abord avoir de la croissance. Nous ne pouvons distribuer que ce que nous avons. C'est évidemment une logique peut-être nouvelle en politique, mais c'est une logique à laquelle nous croyons réellement. Le PIB n'a fait qu'augmenter depuis ces 30 dernières années. Et je vous dis, ces 30 dernières années, les 1% ont eu leur revenu qui a augmenté de 100%, quand le reste de la population a vu son revenu n'augmenter que de 25%. Donc la richesse, elle est là, elle augmente, c'est un problème de redistribution. Donc cette histoire de dire que la richesse, on n'en crée pas et qu'il faut en créer avant pour la redistribuer, c'est faux. Ces 30 dernières années, le PIB a monté en flèche, sauf qu'il a été capté par un petit pourcentage de la population. Attendez, je vais laisser répondre.
je finirai là-dessus. Il a beaucoup été plus capté dans des pays anglo-saxons, américains, Royaume-Uni, plutôt qu'en France. Mais les réformes que fait Emmanuel Macron sur le modèle social va faire en sorte que ce pourcentage va capter encore plus d'argent, notamment les 340 000 Jean-Luc Gombault, ménages. qui est un économiste, je veux dire, de l'autre bord que du vôtre, Thomas Porcher, on peut le dire. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le constat que vient de dresser Thomas Porcher malgré tout? Le problème, c'est qu'on ne peut pas, sur le constat, d'abord pas tout à fait, parce que le PIB français est arrivé à son niveau de 2008 l'année dernière. Donc, en fin de compte, sur le partage des richesses. Non, mais c'est important. Le PIB n'a pas dire qu'il n'a pas cessé d'augmenter depuis 30 ans. C'est vrai les 30 ans avant les 2008, mais depuis 2008, on n'a fait que rattraper le retard de 2008. Cela dit, maintenant sur la question, votre problème c'est quoi? Enfin, il y en a plusieurs. Le problème, c'est pendant la campagne électorale, effectivement, on applique le programme du président, c'est tout à fait normal. Mais il n'a jamais dit que les résultats viendront tard. C'est-à-dire, même au lendemain du vote de la loi travail, le président a dit impact chômage dans 2 ans. C'est-à-dire, en fin de compte, votre problème, c'est que vous faites énormément de réformes et que les gens ne voient pas le résultat. Donc, certains voient même une dégradation de leur situation. Qu'est-ce qui se passe? Vous accélérez le mouvement des réformes. C'est très bien. Mais il y en a qui sont inutiles et il y en a qui seront impopulaires. Je pense que la réforme inutile, c'est la réforme institutionnelle. Évidemment, si vous dites aux Français, voulez-vous qu'on supprime les 3/4 des parlementaires, ils vont vous dire à 95% elle est au cœur de notre engagement. Elle vous paraît inutile, mais elle est au cœur de notre engagement. Nous avons été élus pour ça. Elle est inefficace. Non, le problème, c'est que ces gens-là, ces députés, ces sénateurs, ils sont sur le terrain. Et ils vous font du mal, c'est-à-dire qu'ils disent tous les problèmes que vous avez, c'est à cause de cette politique injuste, etc., etc. Or, il n'y avait pas une urgence à faire ça. Deuxième chose, la réforme fiscale qui va intervenir à partir du 1er janvier de l'année prochaine va vous poser un gros problème. C'est-à-dire que les gens vont s'apercevoir en versant le premier mois de janvier qu'il y aura une baisse, qu'ils vont payer beaucoup plus d'impôts qu'ils ne le croyaient. Évidemment, à la fin de l'année, ces gens-là seront restitués. La réponse, c'est que effectivement, la réponse, effectivement, c'est qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de plus d'explications sur la réforme institutionnelle. Un mot, elle vous paraît inutile, elle est au cœur de notre engagement et je vais vous dire qu'il faut la mener maintenant parce qu'en fin de mandat, on ne la mène pas. Et sur le reste, l'efficacité, rapidement. La clarté pour nous. Sur le temps, on est obligé de tout mener de front. Parce que le mandat nous l'impose, parce que le quinquennat c'est un temps politique raccourci et parce que les Français sont impatients. Les Français sont impatients et l'état du pays ne justifierait pas qu'on mène une réforme de la SNCF, puis attendre la fin de la réforme de la SNCF pour mener la réforme de la formation professionnelle. Non, nous menons les sujets de front et la réforme contre le chômage de masse, c'est à la fois réformer le code du travail, c'est travailler sur la question de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'assurance chômage beaucoup plus l'impression de vouloir occuper le terrain que de résoudre les problèmes. C'est ça votre vous avez l'impression d'occuper le terrain au lieu de résoudre les problèmes des gens. Le mandat est court et nous serons jugés sur les résultats que nous aurons obtenus pour les Français. Nous parlerons de ce bilan et de ce bilan d'étape avant évidemment la fin du quinquennat. Merci d'avoir été notre invité, Granson. Merci aux Voix de l'Info, les Voix de l'Info du lundi que vous retrouvez, je le sais, avec plaisir. Thomas Porcher, Emmanuel Soufi, Rafik Smati, Jean-Louis Gombault. Restez avec nous. Évidemment, votre émission se poursuit. Dans quelques instants, c'est l'entretien. Mon invité, on va lui poser les questions sur le rythme des réformes, mais aussi sur le nom, ce fameux nom du FN. Alors, Rassemblement national ou pas? Lui Alliot, numéro 2 du FN, va répondre dans quelques instants. Tout de suite.